You swear to speak without hate nor fear. Je jure de parler sans haine ni crainte, To say the truth, de dire la vérité, all the truth, toute la vérité, only the truth. seulement la vérité. And you raise your right hand and say, I swear. Je le jure. You can sit down. Vous vous appelez Monsieur Dupont Victor. Je m'appelle Dupont Victor. Vous êtes né le 12 septembre 1909 C'est exact. à Charmes, Dans les Vosges. Vous êtes de nationalité française, Je né suis... de parents français. C'est exact. Vous avez mérité des distinctions honorifiques. Quelles sont-elles? J'ai la Légion d'honneur, je suis chevalier de la Légion d'honneur. J'ai 2 citations à l'ordre de l'armée et la médaille de la résistance. Vous avez été déporté à Buchenwald. J'ai été déporté à Buchenwald le 24 janvier 1944. Vous y êtes resté J'y suis resté 15 mois, jusqu'au 20 mai 1945. au 20 avril Au 1945. 20 avril 1945. Voulez-vous faire votre déclaration sur le régime du camp de concentration dans lequel vous avez été interné et sur le but poursuivi par les gens qui ont prescrit ce régime? Lorsque je suis arrivé à Buchenwald, j'ai rapidement pris conscience des conditions de vie. Il n'y avait pas à la base du régime imposé aux détenus un principe de justice. Le principe qui était à la base était un principe d'épuration. Je m'explique. Nous nous trouvions, je parle des Français, réunis à Buchenwald, la presque totalité sans avoir été jugés par les tribunaux. En 42, 43, 44 et 45, les jugements rendus étaient exceptionnels. Une grande partie d'entre nous avait été interrogée et puis déportés. D'autres avaient été innocentés par les interrogatoires et déportés. D'autres n'avaient pas été interrogés. Je citerai 3 exemples. Le 11 novembre 1943, des éléments chiffrés à plusieurs centaines avaient été arrêtés à Grenoble au cours d'une manifestation ayant pour but de commémorer l'armistice. Ils vinrent à Buchenwald, où une grande partie mourut. Même cas dans le village de Vercheny, dans la Drôme, en octobre 1943. Je l'ai vis également à Buchenwald. Même cas enfin à Saint-Claude en avril 1944. Je vis ses camarades arrivés en août 1944. Donc étaient rassemblés à Buchenwald des éléments qui tombaient sous le coup des lois de la guerre, mais étaient également rassemblés toute une gamme de cas allant jusqu'à des cas incontestablement innocents, soit qu'ils aient été, je l'ai dit, innocentés par l'interrogatoire ou même pas interrogés. Enfin, il y avait des éléments qui étaient des éléments politiques. Ils avaient été déportés comme appartenant à des partis qui, dans leur ensemble, étaient combattus.
Cela ne veut pas dire que les interrogatoires étaient des plaisanteries. Les interrogatoires que j'ai subis et que j'ai vu subir, vous le savez, étaient particulièrement inhumains. Je vais énumérer quelques procédés. Toutes les gammes de coups, les noyades dans des baignoires, les compressions testiculaires, les pendaisons, enfin les serre-têtes et les tortures familiales. J'ai vu, en particulier, une femme torturée devant son mari. D'autre part, des enfants ont été torturés devant leur mère. Pour être précis, je citerai un nom, Francis Goret, habitant rue de Bourgogne à Paris, a été torturé devant sa mère. Une fois dans le camp, pour tous ces hommes, les conditions étaient les mêmes. Vous avez parlé d'épuration raciale, politique, sociale. Par rapport à quel critérium? À Buchenwald étaient rassemblés, tous sous le même régime, des éléments dits politiques, des éléments dits raciaux, essentiellement des juifs et des tziganes, et des éléments sociaux, en particulier des criminels. Il y avait des criminels de toute nation, allemands, tchèques, français, russes, etc., qui vivaient absolument ensemble et étaient astreints au même régime. L'épuration n'implique pas la notion d'extermination, mais en fait, cette épuration était assurée par une extermination dont je veux parler. Elle commençait pour nous, dans certains cas, elle était décidée d'emblée. Je citerai un exemple. En courant 44, un convoi d'enfants tziganes est arrivé à Buchenwald, plusieurs centaines. Par quel mystère administratif, nous ne l'avons jamais su. Au cours de l'hiver 44, ces enfants furent tous rassemblés pour être réexpédiés en vue d'être gazés à souvenirs les plus tragiques de ma déportation, que ces enfants, sachant parfaitement ce qui les attendait, et que l'on a poussés vers leur wagon alors qu'ils hurlaient et qu'ils pleuraient. J'ai sur Auschwitz. Dans d'autres cas, l'extermination était progressive. Elle commençait par le convoi d'arrivée. Un exemple, dans le convoi français, parti de Compiègne le 24 janvier 44, arrivé le 26, dans un wagon que j'ai vu, il y avait 12 morts, 8 fous, 8 fous, 8 fous, 8 fous, qui étaient contenus dans le wagon. J'assistais pendant ma déportation à de nombreuses arrivées de transport. C'était chaque fois, avec des proportions différentes, le même phénomène. Dès le transport d'arrivée, une élimination relative était assurée de cette façon. Ensuite, c'était le séjour dans la quarantaine, avec des expositions au froid de plusieurs heures pendant les appels. Les plus faibles mouraient. Ensuite, c'était l'extermination par le travail. Certains étaient sélectionnés et envoyés dans des commandos comme Dora, Estroy, Laura. Ce que je vis, c'est, après ces départs qui avaient lieu tous les mois car les contingents étaient remplacés,
revenir à Buchenwald des camions de morts. J'eus même l'occasion d'assister à leur autopsie. Je peux en donner le résultat. Les lésions étaient celles de cachexie extrêmement poussée. Et chez ceux qui avaient résisté 1 mois, 2 mois ou 3 mois, très fréquemment, on observait des lésions de tuberculose aiguë, à type de granulie surtout. À Buchenwald même, il fallait travailler et c'était comme partout d'ailleurs la seule chance de survie. L'extermination à Buchenwald était assurée par des triages qui étaient assurés par le médecin-chef Chilowski. Ces triages... Je vous demande pardon de vous interrompre. Ce médecin-chef était de quelle nationalité? C'était un médecin SS allemand. Vous êtes bien certain? Je suis absolument certain. C'est un témoignage personnel que vous apportez. C'est un témoignage personnel. Continuez. Ces sélections étaient assurées donc par Chilowski, qui extrayait les invalides et les malades. Ils étaient expédiés avant janvier 1945 sur Auschwitz et puis ultérieurement sur Bergen-Belsen. Aucun n'en est revenu. Je vis un autre cas. Il concerne un commando de juifs qui avait été envoyé à Zeiss, où ils restèrent quelques mois. À leur retour, alors qu'ils étaient incapables d'assurer encore le moindre travail, ils subirent la même visite et furent embarqués également pour Auschwitz. Ceux-ci sont des témoignages personnels. J'ai assisté à ces sélections et j'ai été témoin de leur départ. Ultérieurement, à Buchenwald, on a assuré les exécutions dans le camp même. Elles ont commencé en septembre, à ma connaissance, en septembre 1944, dans la salle 7, une petite salle du Révire. Les hommes étaient exécutés par piqûre intracardiaque. Le rendement était assez faible, quelques dizaines au plus par jour. Ultérieurement sont arrivés des convois. Le nombre des cachectiques augmentant, il fallait accélérer les exécutions. Elles furent d'abord assurées au bain, à l'arrivée même des transports. Et puis, dès janvier 1945, elles furent assurées dans un bloc spécial, le bloc 61. À ce moment, dans ce bloc étaient rassemblés tous les hommes que nous appelions là-bas, à cause de leur allure, des musulmans. On ne les voyait jamais sans qu'ils n'aient leur couverture sur leurs épaules. Ils étaient incapables du moindre travail. Ils devaient tous passer par le 61. Le chiffre des morts au 61 allait quotidiennement de 10 au minimum à 200 environ. L'exécution était assurée par une piqûre intracardiaque de phénol, exécutée dans les conditions les plus brutales. Les cadavres étaient ensuite transportés au crématoire par charrette, surtout pendant les heures des appels et pendant la nuit. Enfin, toujours pour l'extermination, elle s'est assurée, en plus, dans les derniers temps, par les convois. Les convois qui partaient de Buchenwald, alors que les Alliés avançaient, étaient destinés à assurer une extermination. Je donne un exemple. Les derniers jours de mars
45, sont arrivés à Buchenwald des éléments repliés du commando de S3. Ils sont arrivés absolument exténués, incapables de faire encore le moindre effort. Ce sont eux qui ont été désignés les premiers pour être réexpédiés, 2 jours après leur arrivée. Entre leur point de départ, situé dans le petit camp, c'est-à-dire au bas du camp de Buchenwald, et la place d'appel où ils devaient définitivement se rassembler, il y avait 500 mètres. Pour donner une idée de la faiblesse de ces éléments, je dirais seulement qu'entre leur point de départ et cette place d'appel, c'est-à-dire sur un parcours de 500 mètres, nous avons vu une soixantaine de corps qui étaient tombés. Ils n'avaient pas pu aller plus loin. Beaucoup moururent très vite dans les heures ou dans les jours qui suivirent. Voilà pour les procédés d'extermination méthodique dont j'ai été témoin à Buchenwald, y compris surtout ceux de la femme. Et pour ceux qui restaient, Ceux qui restaient au moment des transports terminaux, c'est une histoire assez compliquée. Nous étions très angoissés, c'est un fait. Le 1er avril, bien que je ne garantisse pas la date exacte, le commandant du camp, Pister, réunit un grand nombre de détenus et il leur tint ce langage. Les pointes alliées sont aux abords même de Buchenwald. Mon désir et ma volonté sont de remettre aux Alliés les clés du camp. Je ne veux pas d'atrocité, je veux que le camp, dans sa totalité, leur soit remis. En fait, 3 jours après, l'avance alliée ayant été retardée, tout au moins sur nos désirs, les évacuations ont commencé. Nous avons une délégation de détenus est allée trouver le commandant, lui rappelant sa parole, car il avait donné sa parole en précisant ma parole de soldat. Il sembla très embarrassé. Et une explication fut donnée. Le gouverneur de Thuringe, Saukel, avait donné l'ordre qu'aucun détenu ne reste à Buchenwald, car cela représentait pour la province un gros danger. Un autre point. Nous savions que tous ceux qui avaient été témoins à Buchenwald des secrets de l'administration du camp devaient disparaître. Quelques jours avant la délivrance alliée, 43 de nos camarades de différentes nationalités furent appelés pour disparaître. Un phénomène particulier se passa alors. Le camp se mit en état de révolte. On cacha ces 43 hommes qui ne furent jamais livrés. Nous savions par ailleurs que tous ceux qui avaient été employés soit au bloc expérimental, soit à l'infirmerie, ne devaient à aucun prix sortir du camp. Voilà ce que j'ai à dire sur les derniers moments. Cet officier qui commandait le camp et dont vous venez de nous dire qu'il vous avait donné sa parole de soldat, était-ce un soldat? Sa conduite vis-à-vis des détenus était implacable. Il recevait
d'ailleurs ses ordres, en toute franchise. C'était un soldat d'un genre spécial, mais ce n'était pas de lui-même que les traitements qui étaient appliqués aux détenus venaient. Il appartenait à quelle arme? Il appartenait à la division SS Totenkopf. Il était SS. Il était SS. Il exécutait des ordres, dites-vous. Il exécutait certainement les ordres. À quoi étaient utilisés les détenus? Les détenus étaient utilisés d'une façon telle que jamais ils n'étaient tenus compte de leurs conditions humaines. Ils étaient utilisés à des fins expérimentales. À Buchenwald, ces expériences avaient lieu dans le bloc 46. Les hommes devant y être envoyés étaient régulièrement sélectionnés par un examen médical, qui était, du moins les fois où j'ai vu ces sélections se pratiquer, qui était pratiquée par Schilowski, médecin dont j'ai déjà parlé. Médecin SS. Médecin SS. Ils étaient employés aux travaux les plus durs. Forage de galeries de mines à Dora, à Lora. Ils étaient employés dans les mines de sel. Par exemple, le commando de Wansleben am See. Ils étaient employés au déblayage après les bombardements. Il faut noter que plus un commando était dur, plus les conditions faites par ailleurs aux détenus, conditions tenantes à leurs gardiens, étaient elles-mêmes dures. Ils étaient employés à Buchenwald à toutes sortes de travaux, terrassements, carrières et usines. Là, un cas particulier. À Buchenwald étaient rattachées deux usines, la Mibao et la Gustloff, usines d'armement, dirigées par un personnel non militaire, un personnel technique. Il y avait, dans ce cas particulier, une sorte de rivalité entre les SS et la direction technique de l'usine. La direction technique visant au rendement défendait les détenus, en ce sens, leur obtenait parfois des suppléments alimentaires. La main-d'œuvre détenue avait des avantages. Elle ne coûtait pratiquement rien. Et d'autre part, elle assurait au maximum le secret, car les détenus n'avaient avec l'extérieur aucun contact permettant des fuites. Or, comme à Buchenwald, Des fuites militaires. Des fuites de renseignements militaires. Je parle de fuites de renseignements militaires. De l'extérieur, on voyait tout de même que les détenus étaient maltraités et malheureux, je pense. Ça, c'est une autre question, certainement. Vous y répondrez tout à l'heure. J'y répondrai tout à l'heure, si vous voulez bien. Enfin, un détail, les détenus étaient même utilisés dans une certaine mesure après leur mort. Les cendres qui résultaient du crématoire rejoignaient la fosse et servaient à engraisser les champs qui se trouvaient au voisinage de Buchenwald. Je donne ce détail car il m'a beaucoup frappé lorsque j'étais détenu. Enfin, je l'ai dit, le travail, quel qu'il soit, était pour le détenu la seule chance de survie. Dès que, d'une façon ou d'une autre, il ne pouvait plus servir à rien, il était perdu. N'a-t-on pas utilisé des détenus comme donneurs de sang? Involontaires, j'entends. J'oubliais ce point. J'oubliais ce point. J'oubliais ce point. Les détenus affectés à des travaux légers et dont le rendement était extrêmement faible furent utilisés comme donneurs de sang. Des éléments de la Wehrmacht vinrent à plusieurs reprises, je les vis 2 fois, à Buchenwald prélever du sang chez ces hommes.
Ce prélèvement se faisait dans une salle appelée l'OP2, c'est-à-dire la salle d'opération numéro 2. Enfin, Cela était certainement fait en vertu d'ordre supérieur. je ne vois pas comment cela aurait pu être autrement. Une simple initiative. Cela ne venait pas du camp, ces éléments étaient complètement étrangers à l'administration et à la garde du camp. Je précise, ceux que j'ai vus étaient de la Wehrmacht, et nous étions gardés par des SS appartenant tous à la même division, la division Totenkopf. Enfin, ils furent utilisés dans les derniers temps d'une façon très particulière. C'était en 1945, dans les premiers mois de 1945. Des éléments appartenant à la Gestapo vinrent à Buchenwald, prirent tous les papiers des morts, de façon à relever leur identité et à établir des faux papiers. Un juif a été spécialement employé pour le maquillage des photographies et l'utilisation des papiers des morts pour des éléments qu'évidemment nous ne connaissions pas. Ce juif a disparu, je ne peux pas dire ce qu'il est devenu, nous ne l'avons jamais revu. Mais cette utilisation des identités ne s'est pas bornée aux morts. On a appelé dans un endroit qui s'appelait les Flint-Geld-Verwaltung un certain nombre, plusieurs centaines de détenus qui ont été français, qui ont été soumis à un interrogatoire très précis sur leur identité, leurs relations, les sphères dans lesquelles ils avaient évolué. Ensuite, il leur fut signifié qu'ils ne devaient à aucun prix recevoir de correspondance et même, pour ceux qui en recevaient, recevoir de paquets. Ils étaient rayés administrativement. Tout contact avec l'extérieur était plus encore que normalement rendu impossible. Nous étions très inquiets pour ces camarades. La libération survint très rapidement et je ne peux simplement qu'indiquer quelle utilisation fut faite du détenu auquel on empruntait son identité pour l'établissement de faux papiers. Quelles étaient les conséquences de cette vie? Les conséquences de cette vie sur le plan humain. Sur le plan humain. Sur le plan humain, il y avait un résultat. C'était la dégradation humaine. Cette dégradation humaine était assurée déjà par les conditions de vie que je viens d'indiquer. Elle était systématique. Il semble qu'il y ait eu une volonté implacable de dégrader ces hommes et de les niveler tous en les ramenant au niveau le plus bas d'entre eux. Il y avait d'abord, comme premier élément dégradant, le mélange. Il était admissible que toutes les nationalités soient mélangées. Mais ce qui n'était pas admissible, c'est que toutes les catégories soient mélangées. C'est-à-dire éléments politiques, éléments que j'appellerais militaires, car les résistants français étaient des militaires, des éléments raciaux et des éléments de droit commun. Les criminels de toutes les nations étaient mêlés à leurs compatriotes et toutes les nations étaient mêlées entre elles. Cela crée déjà des conditions extrêmement pénibles. Ensuite, il y avait l'entassement, les conditions d'hygiène, le travail forcé. Là, je vais citer quelques exemples, indiquant bien le mélange des éléments, sans aucune distinction. Je vis mourir en mars 1944 le général français Duval. Il avait été à la terrasse
avec moi toute la journée. Le soir, complètement épuisé, couvert de boue, il est mort quelques heures après sa rentrée. Je vis mourir le général français Verneau dans la salle numéro 6 où étaient entreposés les moribonds. Il est mort sur une paillasse souillée d'excréments et entouré de moribonds. J'ai vu mourir De Tessan, ancien ministre français. Je vous m'entends. Voulez-vous préciser pour le tribunal quelles étaient les qualités de M. de Tessan? Monsieur De Tessan est ancien ministre français, marié à une femme de nationalité américaine. Il est mort également sur une paillasse nageant dans le Pu. Il est mort d'une maladie appelée septicopioémie. J'ai également été témoin de la mort du comte de Lipkowski, qui avait été pendant cette guerre un militaire très brillant. Il avait reçu de l'armée allemande les honneurs de la guerre. Et détail particulier, il avait été à Paris invité par le général Rommel, qui tenait à lui montrer l'estime dans laquelle il le tenait au point de vue militaire. Il est mort misérablement pendant l'hiver 44. Encore un nom. Le ministre belge Janson, qui se trouvait au Petit Camp, dans les conditions que je vous ai dépeintes et que vous avez souvent entendues certainement déjà. Il est mort lamentablement, physiquement et moralement. Il avait perdu son intelligence et une partie déjà de sa raison. Je ne cite que des éléments particulièrement marquants et auxquels il avait été dit, en particulier pour les généraux, que des conditions spéciales leur avaient été faites, ce que je n'ai pas constaté. Enfin, j'en arrive au dernier point par lequel la dégradation humaine était assurée. Les détenus étaient dressés contre les détenus. Le détenu... Avant d'en arriver là, voulez-vous parler des conditions dans lesquelles vous avez retrouvé votre maître, le professeur de médecine? Oui. Maurice Léon Kinberg. Léon Kinberg. J'avais été en médecine élève de Léon Kinberg à l'hôpital Beaujon. À Paris. À Paris. Un homme d'une très haute culture et d'une très brillante intelligence. En janvier 1945, j'appris qu'il venait d'arriver de Monovix. Je le retrouvais dans le bloc 58, dans un bloc où normalement devait tenir 300 hommes et où il y en avait 1200. Des Hongrois, des Polonais, des Russes, des Tchèques et un pourcentage important d'Israéliens. Dans un état de misère extraordinaire. Je ne reconnus pas Léon Kinberg, tellement il était semblable au type habituel de ces blocs. Son intelligence, on ne la retrouvait pas. Et il était même difficile de retrouver en lui quelque chose de l'homme que j'avais connu. Nous sommes arrivés à l'extraire de ce bloc. Malheureusement, sa santé était trop atteinte et il mourut peu de temps après la libération. Pouvez-vous dire au tribunal, pour autant que vous les connaissiez, les crimes commis par ces hommes? Léon Kinberg, après l'armistice, était installé à Toulouse, où il pratiquait la physiologie.
je sais de sources absolument certaines, par lui-même, qu'il n'avait absolument participé à aucune des activités qui se développaient, qui se manifestaient contre les Allemands occupant la France. Il fut un jour reconnu comme de race israélite. Et comme juif, il fut arrêté, déporté. Il vint échouer à Buchenwald après être passé par Auschwitz et Monowitz. Le général Duval, confondu avec des souteneurs, des pédérastes, des assassins, quel crime avait-il commis? Le général Verneau. Je ne connais rien de l'activité pendant l'occupation du général Duval ni du général Verneau. Ce que je peux affirmer, c'est qu'elle n'a rien eu à voir avec une activité asociale. Le comte de Lipkowski, monsieur de Tessin. N'ont également rien eu à voir avec les fautes habituellement reprochées aux asociaux et au droit commun. Vous pouvez continuer. Le dernier moyen employé pour obtenir chez l'ensemble des détenus la dégradation humaine était, je l'ai dit, de faire torturer, de faire malmener le détenu par le détenu. Je commencerai par un exemple brutal. À Wansleben am See, à 70 km de Buchenwald, commando A6, se trouvaient des détenus de toute nationalité avec un fort pourcentage de Français. J'y avais deux amis. Antoine d'Emery, fils du général d'Emery, et Thibault, élève missionnaire. Catholique. À Wansleben, les pendaisons avaient lieu en public, dans le hall d'une usine attenante à la mine de sel. Les SS assistaient en uniforme de parade avec leur décoration à ces pendaisons. Les détenus, sous la menace des coups les plus violents, étaient astreints à assister à ces pendaisons. Au moment où l'on pendait le malheureux, les détenus devaient faire le salut hitlérien. Il y avait pire. Un détenu était désigné pour basculer le tabouret sur lequel était monté le supplicié. Il ne pouvait pas se soustraire à cet ordre, car le danger pour lui était trop grand. Enfin, la pendaison réalisée, entre deux SS, les détenus devaient défiler devant le supplicié. Ils devaient le toucher et, détail précis, le regarder dans les yeux. Ainsi, je crois, ces hommes que l'on avait astreints à ce cérémonial ne pouvaient pas ne pas laisser une bonne partie de leur dignité. Mais à Buchenwald même, tous les commandements, toute la partie exécutive était confiée à des détenus. Les exécutions, c'est-à-dire les pendaisons, étaient assurées par un détenu allemand, assisté d'autres détenus. La police du camp était assurée par des détenus. C'est eux qui devaient, lorsque dans le camp un élément était condamné à être pendu, aller le chercher et le conduire. Les désignations pour les commandos que nous connaissions bien, c'est-à-dire, je répète en particulier, Dora, Laura, S3, commando d'extermination,
les désignations de ceux d'entre nous qui devaient y aller étaient faites par des détenus, étaient faites par des détenus, étaient faites par des détenus. Ainsi, on avait fait descendre le détenu au dernier degré possible, en l'astreignant à être le propre bourreau de son frère. Je vous ai parlé du bloc 61, où était assurée l'extermination des incapables, des inaptes au travail. Les exécutions étaient également faites par des détenus, sous surveillance et sous contrôle SS. C'est peut-être là que réside, au point de vue humain, le crime capital. Car ces hommes qui ont été astreints à ainsi torturer les leurs sont maintenant remis dans la vie, mais profondément modifiés. Quels sont les responsables de ces crimes? Pour autant que vous puissiez porter un témoignage personnel de ces responsabilités. Un point est particulièrement frappant. C'est que ces méthodes que j'ai pu observer à Buchenwald, je les ai retrouvées ensuite comme ayant été celles, à quelques différences près, de tous les camps. Il y avait dans la conduite des camps une uniformité de méthode qui indique évidemment des ordres supérieurs. Dans le cas précis de Buchenwald, le personnel, si dur qu'il ait pu être, n'avait jamais l'initiative de tels actes. Et d'ailleurs, les Lagerführer, le médecin SS lui-même, se réfugiaient toujours derrière des ordres supérieurs, souvent d'une façon vague. Le nom le plus fréquemment évoqué était celui de Himmler. D'autres noms furent évoqués. Pour le 61, bloc d'extermination, le nom du médecin-chef de tous les camps, Lolling, fut prononcé de nombreuses fois, en particulier par un médecin SS du camp nommé Bander. Pour les sélections d'invalides ou de juifs qui furent renvoyés soit vers Auschwitz, soit vers Bergen-Belsen pour être gazés, j'entendis prononcer le nom de Paul. Quelles étaient les fonctions de Paul? Chef de l'administration SS à Berlin, division D2. Ces atrocités pouvaient-elles rester ignorées en général du peuple allemand dans son ensemble? Ou sont-elles venues nécessairement à sa connaissance? Leur ignorance, après des années d'existence pour les camps, était impossible. Lors de notre transport, nous nous sommes arrêtés à Trèves. Dans les wagons, dans certains wagons, tous les détenus étaient complètement nus. Dans d'autres, ils étaient vêtus. La population était aux abords de la gare assez nombreuse. Elle a vu ce transport. Certaines personnes excitaient d'ailleurs les soldats SS qui patrouillaient sur le quai. Mais il y avait d'autres moyens pour la population d'être renseignée. Tout d'abord, les commandos extérieurs des camps. Pour Buchenwald,
il y avait des commandos qui allaient à Weimar. Il y en avait qui allaient à Erfurt. Il y en avait qui allaient à Jena. Ils partaient le matin, rentraient le soir. Au cours de la journée, ils se trouvaient mêlés à la population civile. Enfin, dans les usines, le personnel de maîtrise n'était pas militaire. Les Meister n'étaient pas SS. Ils rentraient chez eux le soir et pendant toute la journée, ils avaient fait travailler les détenus. Dans certains cas même, il y avait comme ouvriers dans certaines usines des civils. C'était le cas en particulier de la Gustloff de Weimar. Enfin, le ravitaillement du camp était assuré par des services civils qui pénétraient dans le camp. Je vis des camions civils pénétrer dans le camp. Les chemins de fer. L'administration des chemins de fer était obligatoirement au courant. Des trains nombreux tous les jours assuraient le transport des détenus d'un camp à un autre, ou bien de France en Allemagne, et ces trains étaient conduits par des cheminots. Enfin, à Buchenwald, tous les jours, il y avait un service régulier de chemin de fer qui aboutissait à la gare de Buchenwald. De ce côté-là, donc, l'administration des chemins de fer pouvait être assurée, pouvait être renseignée. Enfin, dans les usines, des commandes étaient passées et le milieu industriel ne pouvait pas ne pas être renseigné sur le personnel qu'il utilisait dans sa fabrication. J'ajoute qu'il y avait des visites, que des détenus allemands recevaient quelquefois des visites. Je connaissais certains détenus allemands et je savais qu'ils s'entretenaient lors de ces visites avec leur famille, qui n'étaient pas, dans la mesure du possible, sans renseigner leur entourage. Que la population allemande ait eu connaissance des camps ne semble pas pouvoir être nié. L'armée avait connaissance des camps. Du moins, voilà ce que j'ai pu voir. Chaque semaine à Buchenwald, au moins une fois, il y avait ce que nous appelions des commissions, c'est-à-dire un groupe d'officiers qui venaient visiter le camp. Parmi ces officiers, il y avait des SS. Mais j'ai vu de très nombreuses fois des éléments appartenant à la Wehrmacht, à la Luftwaffe, venir assister à ces visites. Enfin, certaines fois, nous avions pu identifier les personnalités qui sont venues visiter le camp. Assez rarement pour moi. Le 22 mars 1945, le général Bungrowski est venu visiter le camp et s'est en particulier longuement arrêté au bloc 61. Il était dans cette visite accompagné d'un général SS et du médecin-chef du camp Chilowski. Enfin, un autre point, dans les derniers temps, la garde de Buchenwald, en plus des SS... Je vous demande pardon de vous interrompre. Voudriez-vous rappeler ce qu'était le bloc 61 ? Le bloc 61 était le bloc d'extermination des éléments cachectiques, c'est-à-dire arrivés à un degré d'épuisement ne leur permettant plus d'assurer un travail quelconque. C'est un témoignage direct que vous portez à propos de cette visite au bloc 61. Ah, c'est un témoignage direct. Qui met en cause Le général Bungrowski, de l'armée, médecin. médecin, et un général SS. Un général SS que je ne peux pas identifier. Les milieux universitaires ignoraient-ils les travaux qui se faisaient dans les camps ?
À Buchenwald, à l'Institut de pathologie, étaient faites des préparations pathologiques, et il y en avait évidemment d'extraordinaires, car, là je parle en médecin, nous nous sommes trouvés devant des cas que la médecine ne peut plus observer aujourd'hui. Ce sont des cas qui étaient décrits dans les manuels des siècles derniers. De très belles pièces étaient préparées et envoyées aux universités, en particulier à l'université de Jena. D'autre part, il y avait également des pièces qui n'étaient pas à proprement parler anatomiques. On envoyait aux universités des tatouages préparés. Vous l'avez vu personnellement. J'ai vu préparer les tatouages. Alors, comment se procurait-on ces pièces anatomiques? Comment se procurait-on ces tatouages? On attendait la mort naturelle, naturellement. Lorsque les cas que j'ai pu constater, il y avait eu mort naturelle ou exécution. Avant notre arrivée, et ça je peux à ce sujet me citer des témoins, on tuait un homme pour prendre son tatouage. Cela s'est passé, et je précise, je n'étais pas à Buchenwald, et je relate ce que m'ont affirmé certains témoins dont je vais donner les noms. Du temps où le commandement du camp était assuré par un certain Koch, on exécutait des hommes qui avaient des tatouages particulièrement artistiques. Le témoin que je peux citer est un luxembourgeois qui s'appelle Nicolas Simon et qui vit à Luxembourg. Il a passé 6 ans à Buchenwald et dans des conditions exceptionnelles où il a pu être à des postes d'observation uniques. Mais on nous a dit que Koch avait été condamné à mort et exécuté précisément pour ses excès. Il y a eu, ce que j'ai su pour Koch, une histoire d'escroquerie. C'était un différend qui l'opposait à l'administration SS. Il a été incontestablement arrêté. Non, en châtiment des crimes qu'il avait commis sur la personne des internés dont il avait la garde, mais en raison des indélicatesses multiples dont il s'était rendu coupable à l'occasion de son service. Ai-je bien compris les explications du témoin? J'ai précisé qu'il était inculpé d'indélicatesse. Je ne peux pas être précis sur l'ensemble des accusations. Je ne peux pas affirmer qu'il ait été accusé uniquement d'indélicatesse à l'égard de son administration. Je sais que de cela il est accusé. Je n'ai aucun autre renseignement. Vous n'avez plus rien à ajouter. Je peux dire que ces renseignements, nous les tenons du médecin Oven, qui avait été arrêté en même temps que lui, qui a été remis en liberté et qui, dans les derniers temps, c'est-à-dire les premiers mois de 1945, était de retour à Buchenwald, était de retour à Buchenwald, était de retour à Buchenwald, était de retour à Buchenwald. De quelle nationalité est ce médecin? Allemand. Il était interné. C'était un SS. Ah, c'était un SS. Un SS, ils avaient été arrêtés, Koch et lui, au même moment. Oven a été libéré et est revenu à Buchenwald avec son grade et ses fonctions au début 1945. Il parlait volontiers aux détenus et les renseignements que je donne, nous les tenions de lui. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins, Monsieur le Président.
Defense Counsel wish to ask any questions? Rechtsanwalt Merkel als bestellter Verteidiger der Gestapo. Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, dass die Behandlungsmethoden in Buchenwald deshalb nicht etwas dem Lager Buchenwald Eigentümliches seien, sondern dass diese Methoden auf einen einheitlichen Befehl zurückgeführt werden müssen. Sie haben das damit begründet, dass Sie sagten, Sie hätten das in allen anderen Lagern auch gesehen. Wie soll ich diesen Ausdruck in allen anderen Lagern auch gesehen auffassen? Je parle des camps de concentration. Je précise un certain nombre d'entre eux. Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen, des commandos comme Dora, Lora, S3, Ramsleben, Ebensee, pour ne citer que ceux-là. Waren Sie persönlich in diesen Lagern überall zugegen gewesen? Je suis allé personnellement à Buchenwald. Les témoignages précis, quant aux autres, je les ai recueillis de mes amis qui avaient été dans ces camps. D'autre part, le chiffre des morts de mes relations est suffisamment éloquent pour prouver que dans tous ces camps, on exterminait de la même façon. Ludwig Babel, Verteidiger der SS und des SD. Ich hätte gerne Auskunft darüber, welchem Block Sie angehört haben. Vielleicht geben Sie dem Gericht Auskunft darüber, wie, Sie haben es vorhin schon angedeutet, wie diese Gefangenen eingeteilt waren. Sie waren doch, glaube ich, auch äußerlich gekennzeichnet. Die einen hatten einen roten Fleck, die anderen einen grünen Fleck und so weiter auf der Kleidung. Effectivement, il y avait un certain nombre d'écussons qui se trouvaient tous rassemblés dans les mêmes commandos. Je vais préciser, au commando de la terrasse, appelé Entwässerung, où j'étais. Je travaillais côte à côte avec des droits communs allemands. J'étais commandé par un droit commun allemand ayant écusson vert. Au point de vue nationalité, dans ce commando, nous étions russes, tchèques, belges, français. Les écussons étaient différents, les traitements étaient les mêmes, et dans ce cas particulier, nous étions même commandés par des droits communs. Ich habe Ihre Antwort eingangs nicht richtig verstanden. Ich habe gefragt, ob die Häftlinge in bestimmte Kategorien eingeteilt waren, die auch äußerlich durch Sterne oder
irgendwelche Zeichen in grüner Farbe, blauer Farbe und so weiter gekennzeichnet waren. J'ai dit que dans le camp, il y avait différents écussons, un signe triangulaire qui était en principe affecté à des catégories différentes. Mais tous ces hommes étaient mêlés et soumis au même régime. Enfin, l'emploi de Ich ces habe nicht écussons... nach der Behandlung gefragt, sondern ich habe nicht nach der Behandlung gefragt, sondern nach der Kennzeichnung. Pour les Français, l'écusson Nein, rouge... für alle, die da drin waren. Nicht nur für die Franzosen, sondern für alle. Je réponds, pour les Français que je connaissais le mieux, l'écusson rouge de politique était donné indifféremment à tous, y compris les détenus transportés de Fort Barreau, qui étaient tous des éléments de droit commun. J'ai observé la même chose chez les Tchèques. J'ai observé la même chose chez les Russes. Qu'il y ait eu de prévu des écussons différents, cela est exact. Qu'un usage rationnel en ait été fait, cela n'existe pas. Enfin, je reviens sur ma déposition d'il y a un instant, même s'ils avaient des écussons différents, ils étaient cependant mêlés, subis au même traitement, exactement au même régime. Ja, dass sie durcheinander gemischt waren, haben wir schon verschiedentlich gehört. Ich möchte... Das ist ja nicht das, was ich gefragt habe. Too fast. Bitte? You're speaking too fast. Ja, danke. Sie waren doch so lange im Lager, dass Sie meine Frage meines Erachtens beantworten können, wie diese Gefangenen eingeteilt waren. Soviel ich weiß, waren sie nach Gruppen eingeteilt. Politische, kriminelle und dann noch andere Gruppen. Und dass jede dieser Gruppen durch ein bestimmtes Zeichen gekennzeichnet war. Und zwar auf der Kleidung durch grüne Farbe, blaue Farbe, rote Farbe oder sonst wie. Il y avait différents écussons de prévus pour différentes catégories. Ces catégories étaient mêlées. Les éléments appartenant à la catégorie des criminels se trouvaient mêlés aux éléments appartenant à la catégorie politique. Il y avait toutefois des blocs où tel de ces éléments prédominait, mais ils n'étaient pas spécifiquement répartis par catégorie, individualisés par leurs signes extérieurs. Hier ist gesagt worden, die politischen Häftlinge hätten zum Beispiel ein blaues Abzeichen getragen, die Kriminellen ein grünes. Wir haben ja auch schon einen solchen hier vernommen, der uns das in einer gewissen Hinsicht schon bestätigt hat, dass die Kriminellen ein grünes Zeichen trugen. Die Asozialen wieder ein anderes Zeichen. Und dass man ohne weiteres erkennen konnte, zu welcher Kategorie der einzelne Häftling gehörte. Il est exact que différents insignes existaient. Il est exact que ces insignes étaient prévus pour des catégories différentes. Mais pour rester dans la vérité, il faut préciser que l'utilisation de ces insignes n'était pas faite. Pour les Français en particulier, il n'y avait que des insignes politiques, ce qui augmentait encore la confusion, car étaient considérés partout comme des éléments politiques des criminels notoires venus de prison de droit commun. Les écussons existaient, destinés à indiquer les différentes catégories. Il n'était pas fait usage systématique de ces insignes, il n'en était pas fait usage du tout lorsqu'il s'est agi des Français.
wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, die französischen Gefangenen wurden alle als politische gekennzeichnet oder waren gekennzeichnet. Cela est exact. Ja. Und nun waren unter diesen französischen Gefangenen doch nicht nur, wie Sie schon selbst gesagt haben, nicht nur politische, zu einem großen Teil auch Verbrecher. Il y avait parmi ces... Wenigstens habe ich Ihre frühere Aussage, der war ziemlich... Je l'ai dit. Bitte? J'ai dit qu'il y avait des criminels venus de prisons bien spéciales qui avaient reçu non pas l'insigne vert qu'ils auraient dû avoir avec un F, mais ils avaient reçu l'insigne politique. Was war Ihre Tätigkeit im Lager? Sie sind doch Arzt. Je suis arrivé en janvier. Pendant 3 mois, j'ai été affecté successivement à la carrière et à la terrasse. Ensuite, j'ai été affecté au révire, c'est-à-dire à l'infirmerie du camp. Ja, was haben Sie da für eine Funktion gehabt? J'étais affecté au service de l'ambulance des maladies internes. Haben Sie da selbstständig handeln können? Was waren für Anweisungen erteilt bezüglich der Behandlung der im Revier anwesenden Kranken? Nous agissions sous le contrôle du médecin SS. Nous avions un certain nombre de places pour hospitaliser certains malades, dans la proportion de 1 sur 20 malades. Comme médicaments, nous n'avions pratiquement rien. J'ai exercé à l'infirmerie jusqu'à la libération. Hatten Sie Anweisungen bezüglich der Behandlung der Kranken? Ist Ihnen gesagt worden, Sie sollen sehen, die J'ai reçu l'ordre ärztlich zu behandeln und zu betreuen? Oder hatten Sie Anweisungen, selbst damit dahin zu wirken, dass die sterben, sagen wir mal? À ce propos, j'ai reçu l'ordre de sélectionner les malades qui ne pouvaient pas guérir pour les envoyer à l'extermination. Cet ordre, je ne l'ai jamais exécuté. Ist Ihnen gesagt worden, dass Sie die auswählen sollen, um sie zur Vernichtung zu schicken? Bitte? Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ich habe Ihre Antwort nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie die. En fait d'ordre, j'ai reçu l'ordre de sélectionner les malades les plus graves pour les envoyer au bloc 61 où ils devaient être exterminés. C'est le seul ordre que j'ai reçu concernant les malades. Sie sagen, wo sie vernichtet gesagt worden, so habe ich gefragt, dass die ausgewählt worden sollten zur Vernichtung. Ihnen, nach dem, was Sie gesagt haben, ist Ihnen gesagt worden, Sie werden geschickt nach dem Block 61. Ist Ihnen auch gesagt worden, was in dem Block 61 mit Ihnen geschehen soll? Le bloc 61
était contrôlé par un sous-officier allemand du nom de Wilhelm, qui dirigeait lui-même les exécutions. Et c'est lui qui a donné cet ordre de sélectionner les malades pour les envoyer à ce bloc. Je suppose que la situation est suffisamment claire. Es war also ein Schluss von Ihnen. Einen ausdrücklichen Hinweis haben Sie nicht erhalten. L'indication d'envoyer les malades incurables pour les Herr hospitaliser. Zeuge, mir fällt auf, dass Sie mir meine Fragen nicht kurzerhand mit Ja oder Nein beantworten, sondern immer Umschweife machen. Il a été dit que ces malades devaient être envoyés au 61. Il n'a pas été ajouté autre chose. Tous les malades envoyés au 61 étaient exécutés. Das ist was anderes. Das haben Sie aber nicht, haben Sie erfahren oder gehört, dass die dorthin gebracht wurden, nicht mehr zurückgekehrt sind. Cela n'est pas exact. J'ai pu l'observer moi-même. Car au bloc 61, qui était contrôlé par un détenu du nom de Louis Gumlich, j'étais le seul médecin à pouvoir entrer. J'ai pu extraire quelques malades de ce bloc, les autres sont morts. Warum haben Sie nun, wenn Ihnen sowas gesagt worden ist, nicht erklärt, das fällt mir gar nicht ein, das tue ich nicht? Si j'ai bien compris la question, il m'est demandé pourquoi, lorsque l'on m'a indiqué qu'il fallait envoyer les plus Wenn Sie malades... eine Anweisung bekommen haben, Leute herauszusuchen für den Block 61, warum Sie da nicht erklärt haben, ich weiß, was mit den Leuten geschieht, Oui, infolgedessen mache ich das nicht. parce que c'était pour moi la mort. Jawohl. Und für Deutsche, die eine derartige Anordnung verweigert hätten, was hätte das für die bedeutet? De quels Allemands s'agit-il? D'Allemands détenus? Von irgendwelchen, meinetwegen ein deutscher Arzt oder in ihrem Lazarett irgendein Mann, der dort beschäftigt war, wenn der eine solche Anweisung bekommen hätte, wenn er eine derartige Weigerung ausgesprochen hätte, was wäre mit dem geschehen? Si un détenu se refuse d'une façon nette à exécuter un tel ordre, c'était la mort. En fait, nous pouvions quelquefois ne pas les exécuter. Je précise que je n'ai jamais envoyé personne au 61. Ich hätte dann eine allgemeine Frage noch bezüglich der Zustände im Lager. Wenn man noch niemals ein Lager gesehen hat, kann man sich schwer eine Vorstellung machen von den tatsächlichen Verhältnissen. Vielleicht geben Sie dem Gericht eine kurze Schilderung, wie so ein Lager eingeteilt war. Je crois m'être suffisamment étendu tout à l'heure sur l'organisation du camp. Je me permets de demander au président s'il est utile de revenir sur cette question. No, I don't think it is. I think if you want to put any particular cross-examination to him to show that he's not telling the truth, you can, but not to ask him for a general description. Das Lager besteht aus einem Innenlager, das mit Drahtzaun eingeschlossen ist und gesichert ist. Innerhalb dieses Lagers befanden sich die Baracken, in denen die Gefangenen untergebracht sind.
wie ist dieses Innenlager bewacht worden? Would you kindly put one question at a time? The question you've just put involves 3 or 4 questions. Das eigentliche Lager, in welchem sich die Wohnbaracken befinden. Also, wie ist dieses Lager von dem übrigen Teil des Lagers abgegrenzt? Welche Sicherungen sind da getroffen? Le camp de détenus est un tout, isolé du reste de la vie par un réseau de fils de fer barbelés électrifiés. 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 Wachen, die Wachmannschaft. Les hommes de garde du camp se trouvaient dans des tourelles situées tout alentour du camp. Ils se trouvaient à la porte et ils patrouillaient à l'intérieur. Innerhalb des Lagers, innerhalb des Drahtzauns. Évidemment, à l'intérieur du camp et à l'intérieur des baraques, ils avaient le droit d'entrer partout. Ich bin dahin unterrichtet, dass jede einzelne Baracke lediglich einen Mann, einen deutschen SS-Mann oder einen Angehörigen einer sonstigen Organisation hatte und dass im Übrigen innerhalb dieses umzäunten Lagers keine Wachen vorhanden waren. Dass diese Leute nicht eigentlich zur Bewachung da waren, sondern zur Aufrechterhaltung der Ordnung und mehr verwaltungsmäßig tätig waren und dass die von einem Capo, sogenannten Capo, der aus den Reihen der Häftlinge stammte, unterstützt wurden und dass der Capo und der deutsche Mann gleichberechtigt da drin ihre Funktionen ausübten. Es kann ja sein, dass das in Buchenwald vielleicht anders war. Also ich bin von Dachau so unterrichtet. J'ai répondu à toutes ces questions au cours de ma déposition, en indiquant que les camps étaient tenus par les SS d'une façon suffisamment connue et que d'autre part, les SS utilisaient les détenus comme intermédiaires dans de nombreux cas. À Buchenwald, comme je suppose dans la totalité des autres camps de concentration, il en était ainsi. Ist wieder sehr umschrieben gewesen. Ich verzichte aber darauf, auf dieses Thema weiter einzugehen, weil ich voraussichtlich doch keine klaren Antworten erhalten werde. Aber noch eines möchte ich fragen. Sie haben angegeben, in einem Block 58, in Zusammenhang mit der Tatsache, dass Sie geschildert haben, wie ein Professor, dessen Namen ich nicht feststellen konnte, aus dem Kopfhörer, und der ein Lehrer, glaube ich, von Ihnen war, dass der dort untergebracht war. Nun haben Sie da angegeben, dass das ein Block war, in dem, mit der Frage der Erniedrigung, in dem früher 300 Leute, glaube ich, untergebracht waren und dann später 1200. Stimmt das? Il y avait 1200 hommes au bloc 58 lorsque j'y ai trouvé le docteur Léon Kinberg. Ja. Und da haben Sie, soviel ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, in diesem Block, wie Sie also vorher noch angegeben haben, das seien also außer den Franzosen auch Russen, Polen, Tschechen, Juden anwesend gewesen und also nicht nur durch die Tat der verschiedenen Völkerschaften sei diese Erniedrigung hervorgerufen worden. Stimmt das? Je précise que le fait de mélanger les éléments de langues différentes
donc qui sont incapables de se comprendre. C'est, il n'y avait pas là, je l'ai dit, en soi un crime, mais il y avait le premier élément qui favorisait toutes les autres mesures employées pour obtenir une dégradation humaine chez les détenus. Wieso kann nach Ihrer Ansicht das Zusammensein eines Franzosen mit Russen, Polen, Tschechen und Juden eine Erniedrigung sein? Je ne vois pas l'intérêt de cette question. Le fait de la proximité d'éléments. Das brauchen Sie auch nicht wissen, was für ein Interesse ich habe. Ich weiß, warum ich die Frage stelle. Le fait de voir des éléments de langues différentes ensemble n'est pas dégradant. Je n'ai jamais ni pensé ni dit une telle chose. Mais l'entassement d'éléments différents à tout point de vue, y compris différents par leur langage, rendait les conditions de vie déjà très difficiles. Et le terrain était ainsi facilité lorsqu'il s'agissait d'appliquer toutes les autres mesures sur lesquelles je me suis étendu et qui avaient pour but et pour fin la dégradation humaine. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum das eine Erniedrigung sein soll, wenn man mit Angehörigen anderer Völker, die man sprachlich nicht versteht, zusammen sein muss. Well, Dr. Barbour, he's given you his answer. Bitte? He's given you his answer that he considers it to tend to degradation. Doesn't matter whether you understand it or not.